Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les géomythes, le lien entre la paléontologie et la mythologie, enfin expliqué, et aujourd'hui on va s'attaquer aux dragons d'Asie. Alors ça fait longtemps que je vous promets une vidéo sur les dragons et je vous promets qu'elle arrive, mais aujourd'hui on va s'attaquer à une particularité des dragons et des serpents en général qui est dans la mythologie, en tout cas dans certaines mythologies, d'avoir une espèce de diamant ou d'émeraude sur le front qui aurait des propriétés magiques. Alors, l'histoire des dragons, c'est une histoire compliquée. C'est une histoire qui est, enfin, l'histoire des dragons, en tout cas en tant que mythe, c'est une histoire qui est très compliquée parce que c'est une histoire déjà qui, comme je viens de le suggérer très subtilement, est étroitement liée avec les mythologies autour des serpents. À savoir que dans énormément de mythologies, serpents et dragons sont exactement la même chose. Et en réalité, le problème des dragons est de retracer l'histoire de l'évolution de la mythologie, enfin l'histoire de la mythologie des dragons. C'est en réalité un problème que le concept de dragon est extrêmement protéiforme. C'est un concept qui a... dragon, c'est un concept très large, en réalité, qui équivaut presque au concept de monstre de manière générale. Je prends pour exemple un exemple très connu en France, la tarasque. La tarasque, dans sa représentation canonique, c'est un animal qui a une tête de lion, un corps de tortue et qui a 3 paires de pattes. Donc c'est un peu un insecte, un peu une tortue et un peu un lion. En aucun cas, ça ressemble ni à l'image qu'on se fait d'un dragon, ni à l'image qu'on se fait d'un serpent. Et pourtant, c'est un animal qui est considéré comme étant un dragon. Et ça, voilà, ça vous illustre parfaitement le concept que, bah oui, quand on va parler histoire des dragons, on va rapidement se perdre dans du gris, dans un flou absolu, aux frontières de ce qu'est la notion de dragon, et que vouloir simplifier la notion de dragon à simplement les animaux qui sont des reptiles avec des ailes, bah c'est se priver d'une très très grande partie de l'histoire des dragons, mais en même temps quand on se met à étendre la définition des dragons, bah on va incorporer plus de dragons, notamment les dragons asiatiques qui n'obéissent pas à cette description, les dragons asiatiques ayant généralement des bois de cerf et n'ayant pas d'ailes, ils volent mais ils n'ont pas d'ailes, ils sont positifs, alors que les dragons européens, ouest-européens, sont plutôt des méchants. Donc vous voyez que Dragon, c'est beaucoup de choses. Dragon, c'est beaucoup de choses et retracer leur histoire, c'est très compliqué, c'est extrêmement compliqué. Donc on a un chercheur français qui s'appelle Julien Duy. Un jour, ça se fera, on aura Julien Duy comme invité sur notre chaîne pour nous parler de l'origine des dragons. Donc d'après Julien Duy, les dragons sont d'origine africaine. L'origine du mythe, ce serait le serpent faiseur de pluie des Khoisan, des Bushmen, comme on les appelle, et ce mythe se serait diffusé ensuite en dehors d'Afrique. Alors les Bushmen n'étant pas là il y a 120 000 ans à la sortie d'Homo sapiens, mais les Bushmen auraient hérité de cette version primitive du mythe. Évidemment que c'est pas les Bushmen qui sont sortis d'Afrique, mais donc il y a 120 000 ans, l'être humain sort d'Afrique, répand le mythe des dragons avec lui, qui évolue en ce qu'il deviendra en Asie. En Asie, d'ailleurs, c'est toujours un serpent céleste qui est lié à la pluie et à l'eau. Et puis ensuite, le trésor, entre guillemets, la pluie, va devenir une source d'eau. Cette source d'eau va être de plus en plus liée aux grottes. Ce trésor qu'est la pluie va devenir de plus en plus un trésor en monnaie sonnante et trébuchante. Le lien avec la pluie devient aussi un lien avec, avec un animal qui vole, certes, mais aussi avec un animal capable de produire les éclairs, de va émerger la notion de dragon cracheur de feu. Et donc on aurait d'abord en Afrique une espèce de dragon qui est uniquement lié à la pluie, puis au néolithique, en Mésopotamie, on a un dragon qui devient non seulement le faiseur de pluie, mais le faiseur de tempête, et donc le faiseur d'éclairs, et le gardien d'un trésor. Et puis après, en fonction des mythologies, on va avoir ce trésor qui va devenir un trésor en monnaie, un trésor d'eau, un trésor de fertilité donc. Et puis, puisqu'on parle de fertilité, il y aura aussi un trésor en matière de damoiselle en détresse, évidemment. Donc tout ça, ce serait l'histoire, on va dire, du dragon selon Julien Duy.
Et après, on a d'autres hypothèses alternatives où en fait le concept de dragon serait plutôt lié né en Mésopotamie, où on aurait un dragon générateur de tempêtes qui aurait à peu près tous les attributs qu'on connaît à tous les dragons actuels des différentes mythologies dans le monde, qui aurait ensuite évolué dans le dragon qu'on connaît en Europe de l'Ouest, qui vole parce qu'il a des ailes, qui ne crache plus d'éclairs mais qui crache du feu et qui garde un trésor en monnaie sonnante et trébuchante, qui aurait évolué en Asie pour devenir le dragon des Asiatiques, qui est aussi lié à l'eau mais qui n'a pas d'ailes et qui est sage, qui n'est pas maléfique en soi. Et on aurait en Afrique une évolution de ce mythe du dragon qui serait devenu le serpent faiseur de pluie des Khoisan. Donc un mythe qui se serait très largement simplifié, on va dire, pour devenir, pour reprendre une forme plus animale, voilà, d'un animal qu'on connaît, qu'on peut voir tous les jours, qui serait le serpent. Donc l'hypothèse de Julien Duy a quand même pour elle qu'elle fait partir le dragon d'un animal observable, le serpent. Aussi pour elle, comme il le souligne lui-même dans ses articles, qu'il y a des représentations de serpents géants visiblement liés à la pluie, qui ressemblent quand même vachement à la version Khoisan du mythe. Enfin en tout cas aux peintures que font les Khoisan de leur version du mythe. Donc elle a quand même pas mal d'avantages pour elle. Mais voyez que l'origine des dragons, donc c'est un micmac et on en reparlera sur la chaîne. Aujourd'hui, on va s'atteler juste à un cas particulier de dragons et de serpents, donc les dragons et les serpents qui ont une espèce d'émeraude ou de diamant sur la tête, sur le front, et qui a évidemment des propriétés magiques. Donc c'est un type particulier de dragon avec un type particulier de trésor et un type particulier de propriétés magiques, notamment des propriétés guérisseuses. Et alors aujourd'hui on va parler de Adrienne Mayor, une fois de plus, dans son livre Les premiers chercheurs de fossiles, un banger si vous êtes fan de géomythologie. On est page 130 sur le chapitre 3, Les dragons d'Inde, où Adrienne Mayor nous parle de la possible origine de ce mythe, des dragons avec une émeraude sur la tête. Et c'est Apollonius de Tyanie qui nous en parle, puisque ce philosophe grec qui vivait au 1er siècle, si je ne m'abuse, c'était un contemporain, il me semble, de l'empereur Auguste, donc on est déjà dans la Grèce romaine, on va dire. C'était un contemporain de l'empereur Auguste, mais c'était un philosophe grec qui a fait un voyage en Asie mineure et qui donc a pu voir de ses yeux ces dragons et les a décrits. Et notamment, il nous parle de trophées en fait qui étaient gardés dans une ville qui s'appelle Paraka, au pied des montagnes qui s'appellent les Siwaliks. Alors les Siwaliks, si vous ne connaissez pas, c'est écrit ici. Les Siwaliks, c'est un grand site paléontologique. C'est absolument magnifique, c'est absolument incroyable. Des milliers de fossiles qui ont été découverts. Ça se trouve au pied de l'Himalaya. En fait, ce sont des couches. Quand l'Inde est entrée en collision avec l'Asie, bon, Miocène, elle était déjà bien en collision. Hein. C'était déjà fusionné, mais du coup, ça forme des plis. Chaque pli forme des bassins, en fait. Et ces bassins, c'est des grands centres sédimentaires qui ont, entre guillemets, sauvegardé une genre de photographie fossile de l'écologie terrestre de l'époque, et notamment on a de très beaux exemples de proboscidiens, des centaines de proboscidiens, des cousins des éléphants qui ont été préservés, ce qu'on appelle les mastodontes, qu'on retrouve dans les Siwaliks. Et puis il y a les girafes, les cousins des girafes, qui sont très connus là-bas, les civatères, hein, que vous connaissez peut-être, qui sont des girafidés géants, et qui avaient surtout des bois, enfin pas des bois justement, des ossicones absolument délirants, et dont on va reparler dans quelques secondes, donc je vous spoil pas. Mais du coup, à Paraka, un endroit qui s'appelle Paraka, alors, et qui semble-t-il serait peut-être Peshawar, notre ami Apollonius a vu ces crânes qui étaient mis en exposition, des crânes qui étaient dits de dragons. Et alors ça c'est vachement intéressant parce que du coup il les décrit, ces crânes de dragon, hein, il peut voir qu'ils ont des grandes cornes, ils ont des grandes crêtes sur la tête, et ça correspond quand même vachement aux descriptions à ce qu'on pourrait faire
avec un crâne de civataire, quoi. Regardez ça, c'est un crâne de civataire, vous voyez, le nez est là, l'œil est là, donc on le regarde un peu de face, les dents sont ici. Et vous avez ces espèces de grands ossicones, ces grandes crêtes justement, qui correspondent assez bien à l'idée qu'on se ferait d'un dragon au final. Regardez ce crâne là, ça c'est pas un lézard, ça c'est une girafe. Mais regardez ces énormes cornes, ces énormes... Enfin c'est pas des cornes, hein, encore une fois, c'est des ossicones. La différence entre cornes et ossicones, c'est que les ossicones n'ont pas de cornes justement, n'ont pas de kératine cornée par-dessus. Les ossicones, si vous imaginez une girafe, c'est de la peau par-dessus. Donc c'est un peu faux d'appeler ça des cornes, mais ça reste quand même assez impressionnant à regarder. Et donc Adrienne Mayor de souligner en soutien de ce texte en fait que les Ossiwalik, on trouve non seulement des centaines de fossiles, hein, elle nous rapporte notamment Falconer, grand paléontologue américain, qui en l'espace de 6 semaines a pu découvrir des centaines de fossiles, voilà, 250 proboscidiens et plus de 300 os de grande taille. Et alors non, c'est même pas en 6 semaines, c'est en 6 heures. En 6 heures, pardon. Donc vous passez 6 heures dans les Siwalik, vous collectez 300 os gigantesques. Et évidemment, les populations locales étaient au courant. Donc là, c'est ce qu'elle nous dit ici. Les natifs des Siwalik ont connaissaient depuis longtemps les os de tonnerre, donc les Bijliki Har, et qu'ils collectaient et qu'ils revendaient pour leurs propriétés magiques. Nous sommes en Asie, les fossiles sont revendus pour leurs propriétés magiques et notamment leurs propriétés médicinales. On est en Inde, on n'est pas en Chine, mais bon, c'est la même philosophie, et puis d'ailleurs c'est pas le seul endroit au monde où on vendait les fossiles pour leurs propriétés médicinales. Je rappelle qu'on faisait ça en Europe aussi, hein. Je rappelle que l'ambre était vendu comme de la pisse de lynx pétrifiée et on s'en servait pour soigner les rhumatismes, hein. Je rappelle. Et on reparlera des glossopètres, qui étaient donc les dents de requin fossilisées, qui étaient utilisées pour combattre le poison. On va en reparler dans quelques minutes. Mais voilà. Donc vendre les fossiles pour leurs propriétés magiques, c'est quelque chose qui se faisait absolument partout. Et donc, au Siwalik, on sait que les populations locales étaient au courant de l'existence de ces fossiles depuis longtemps. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces fossiles, en plus d'être très nombreux, très très gros, donc très facile à trouver. Là, vous voyez, la pouffe à l'affleurement, là, ce crocodile magnifique, là, à l'affleurement. Eh ben, ces fossiles, ils ont, dans leur boîte crânienne, ils ont très souvent des cristaux de calcite ou de sélénite qui étaient confondus avec des diamants. Donc très très souvent, on retrouve des concrétions à l'intérieur des boîtes crâniennes de ces civataires, de ces grandes girafes, qui contenaient des cristaux très très brillants et qui ont pu être confondus avec des diamants. Et c'est de là que viendrait, et Apollonius d'ailleurs nous en parle, il le dit, et c'est de là, de coup, que viendrait le mythe des dragons qui ont un espèce de diamant, en fait, à l'intérieur du crâne ou sur le crâne. Et ça, c'est absolument fascinant. C'est absolument fascinant parce que c'est un mythe, en fait, qui est très 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 répandu en Eurasie et qui, du coup, s'il est né effectivement au Siwalik, a pu tout à fait se répandre très facilement le long de la route de la soie. C'est très les échanges commerciaux passaient entre autres par les Siwalik. Donc c'est sur la route de la soie, quoi, hein, que se trouvent ces affleurements avec des centaines d'os très faciles à trouver et qui contiennent des trucs brillants à l'intérieur, visiblement d'une ancienne race disparue d'animaux géants avec ces cornes monumentales. Donc on n'a pas de mal en fait à se dire, bah oui, c'est en voyant ça que le mythe des dragons avec un diamant dans la tête a pu naître. Ça, on n'a pas trop de mal à s'imaginer ça. Ça veut pas dire que c'est de là que vient le mythe du dragon lui-même, hein, évidemment. On part d'un monde en fait où la mythologie du dragon existe déjà depuis très longtemps, comme je vous l'ai dit, depuis le néolithique, voire même depuis plusieurs centaines de milliers d'années, si on suit l'hypothèse de Julien Duy.
Donc on parle pas de l'origine du mythe des dragons ici, on parle vraiment de l'origine du mythe particulier du dragon avec des diamants incrustés dans le crâne. Et donc ça viendrait de là. Et ça fait de ce mythe des dragons un géomythe, et en plus l'avantage c'est qu'on a vraiment cette source écrite, hein, Apollonius, qui nous raconte exactement d'où viendrait ce mythe. Donc ça c'est absolument fascinant, et c'est dans Adrien Mayor. Et donc c'est un mythe qui est très répandu en Eurasie, et ma petite contribution à l'édifice vient de sortir juste ce mois-ci dans la revue Géo-Héritage, qui consacre un volume spécial au géomythe justement. Et donc ma petite contribution à ça a été de rajouter une petite pierre au sommet de l'édifice en disant, en fait ce mythe il existait aussi en Afrique. Il n'existe pas que en Eurasie, il existe aussi en Afrique. Donc il y a eu des échanges avec les populations africaines. Alors ça fait longtemps que c'est connu quand même, hein, que le mythe d'un dragon, ou en l'occurrence d'un serpent, puisque comme une fois de plus, le dragon et le serpent sont la même chose partout, mais en Afrique en particulier, dans les populations Khoisan, le dragon serait soit à la base un serpent, soit aurait régressé en serpent. Si je puis dire, hein. Évidemment c'est pas le dragon lui-même qui s'est transformé, c'est l'histoire du dragon, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, en l'occurrence, on parle d'un serpent, mais on parle de la roche qu'il y a sur la tête du serpent, qui est une snake stone en anglais, une roche de serpent, un caillou de serpent, et qui en latin d'ailleurs, draconites. Les draconites, c'est très connu, hein. Dans les textes anciens du Moyen Âge, par exemple, en Europe, la draconite est une pierre qui a des propriétés magiques et qui notamment sert à guérir le poison. Et dans cet article, du coup, j'ai découvert des textes, des vieux textes, dans un espèce de vieux grimoire qui était gardé au musée d'Isico d'histoire naturelle. Donc vous voyez des photos ici. En fait, il y a des vieux textes qui parlent, bon, je dis des vieux textes, ils datent de 1800 AD, hein, mais qui parlent justement du dragon, enfin pas du dragon, mais du serpent qui porte une gemme sur la tête, et dont la gemme a des propriétés guérisseuses, et notamment, elle guérit de quoi? Du poison. C'est exactement la même histoire, en fait. C'est exactement la même histoire. Alors, comme je le disais, c'est pas complètement nouveau, parce que ça faisait longtemps déjà qu'on savait que les Khoisan avaient cette histoire dans leur répertoire, et ma vraie contribution à ça, en fait, ça a été de montrer que... Donc on a les Khoisan, c'est toutes ces populations-là, alors les Aikom, les Herero, les Nama, les Griquois, les Morona, je suis à chier en clic, alors me critiquez pas, les Ham, ici, tout ça c'est des populations qui sont des Khoisan, et donc ici les nouveaux textes que j'ai découverts, en fait, ils étendent le mythe à de nouvelles cultures, notamment les cultures Nguni, donc les cultures vraiment noires africaines, celles qui sont venues de plus au nord, d'Afrique de l'Ouest. Donc elles étendent l'existence de ce mythe aux cultures Nguni, à savoir les Isitmosa et possiblement, mais là c'est plus confus au niveau du texte, mais possiblement les Zoulous et les Fengu, enfin les Ama Fengu, qui auraient pu aussi avoir vent de cette histoire dans leur mythologie. En tout cas, c'est sûr, les Isitmosa avaient cette mythologie parmi eux, et cette mythologie a été ensuite reprise par les Afrikaners. Donc les Afrikaners ici du Orange Free State ont repris aussi cette mythologie. Il y avait aussi des Afrikaners d'ailleurs ici plus au sud, hein, évidemment, mais après le Grand Trait qui se sont largement déplacés vers le nord, vers le Free State et ailleurs aussi en Afrique du Sud. Donc bref, c'est un mythe qui voyage, hein, évidemment. C'est un mythe qui voyage comme tous les mythes. Ça se transmet de façon non seulement verticale, c'est-à-dire d'ancêtre à descendant, mais aussi de façon horizontale. Et on retrouve les mêmes propriétés de cette pierre de serpent, de cette draconite africaine, si vous voulez, à savoir des propriétés permettant de guérir le poison. Alors qu'est-ce que c'était réellement cette draconite africaine, cette pierre de dragon africaine? On sait pas trop. Alors il est possible, comme les textes que j'ai pu trouver
mentionne qu'on les trouve très fréquemment sur le bord des rivières parce qu'apparemment en fait le dragon ou le serpent enlève sa pierre pour aller se baigner. En fait, il les laisse sur le bord des rivières. Et sur le bord des rivières, il y a effectivement des jolies pierres qu'on retrouve en Afrique du Sud, qui sont des agates, que je vous ai mis 2 exemples ici. On retrouve ces belles agates ici, sur le bord des rivières. Un autre truc qu'on retrouve dans les rivières, c'est évidemment des vrais diamants. Et évidemment, quand on pense Afrique, on pense au Diamond Rush, hein, à la découverte des diamants, notamment à Kimberley et ailleurs au sud de l'Afrique, quoi, dans tout l'Afrique australe. Est-ce qu'il pourrait s'agir de vrais diamants? Alors possiblement oui, hein, puisque les vrais diamants résistent fort à l'érosion. Alors il suffit qu'il y ait une rivière qui passe à travers une kimberlite, donc qui est la roche dans laquelle on retrouve les diamants, et ça vous emporte le diamant. Le diamant est une roche extrêmement résistante, donc ça résiste à l'érosion, et on peut la retrouver sur le bord des rivières. Je doute que ce soit des diamants, pas parce que c'est rare en particulier, c'est pas ça la question, mais c'est surtout que parce que les textes, encore une fois, que j'ai pu retrouver, mentionnent qu'en fait, la personne, là, l'histoire est assez marrante, en fait, c'est 2 Khoisan qui sont allés voir un gentleman britannique, et qui lui ont dit, hey, tu veux nous acheter nos pierres de dragon, tu veux nous acheter nos draconites? Et le mec a dit bon non, ça m'intéresse pas. Mais du coup il raconte l'histoire. Mais le fait que ça ne l'ait pas intéressé, si vous voulez, c'est que très clairement on n'essayait pas de lui vendre des vrais diamants. Et c'était un géologue chevronné, c'est un mec qui s'appelle Roja Brown ou Alfred Brown, mais son surnom c'était Roja, parce qu'il aimait bien les bestioles et qu'en afrikaans bestiole ça se dit Roja. Donc c'était un naturaliste qui a été assez rapidement catalogué comme fan de bestioles. Et donc il connaissait très bien la géologie, et je pense que si ça avait été des vrais diamants, ça l'aurait beaucoup plus intéressé. Donc je pense pas que les draconites sud-africaines étaient de vrais diamants. Je pense que c'était juste des agates. Mais ça fait très longtemps apparemment que les Khoisan ont ça, puisque encore une fois c'est répandu dans beaucoup de cultures Khoisan, comme j'ai pu vous le montrer, hein, allant de la Namibie jusqu'au plus au sud de l'Afrique du Sud. Mais aussi on retrouve une peinture en particulier qui avait été identifiée par un archéologue du nom de Hoff en 1997, qui avait identifié cette peinture ici comme étant possiblement une représentation de draconite africaine, avec ici donc le serpent que vous voyez là. Ici vous avez la pluie qui tombe du serpent et qui ressemble un peu à une patte. Donc là c'est la pluie qui tombe du serpent. Et ici vous avez un chaman, c'est le mot consacré hein, en anthropologie sud-africaine, c'est le mot chaman qui est consacré, mais évidemment chaman n'est pas un mot africain. Les Khoisan avaient avaient de nombreux mots pour leur chaman. Le problème c'est que je suis incapable d'en prononcer le moindre, vous avez entendu, mes clics sont terribles, donc c'est même pas la peine. On va appeler ça un chaman, et donc le chaman ici tient une antilope qu'il offre en sacrifice au serpent de pluie pour qu'il vienne amener la pluie. Donc ce qu'on voit là, c'est une cérémonie c'est le chaman qui invoque le serpent de pluie pour qu'il ramène la pluie sur la terre. Un chaman, mais surtout ici, la pierre, la pierre du serpent ici qui lui vole au-dessus de la tête. Donc ça, ce serait une peinture d'une de ces draconites. Et donc le lien avec le travail d'Adrienne Mayor, c'est que certes, il est très probable que cette draconite africaine soit issue des agates qu'on trouve sur le bord des rivières en Afrique du Sud, certes, mais il existe quand même la possibilité qu'il y ait un lien avec des fossiles, justement. On a notamment l'enfant de Tang. Voici le moulage endocrânien de l'enfant de Tang. Vous avez l'habitude de voir la face où il y a le cerveau imprimé dessus. Voici la face que vous ne voyez jamais, celle où il y a la calcite. La calcite, ici, très blanche et très brillante. Alors, hélas, la photo ne rend pas vraiment justice au brillant, puisqu'il faut jouer avec la lumière, en fait, il faut l'orienter pour jouer avec la lumière, pour bien voir le brillant, mais cette surface est extrêmement brillante quand on joue avec la lumière. Et ici, vous avez un os qui vient du Karoo, un os d'inocéphale ou de paréasaure, il n'est pas identifié réellement, dans lequel on voit, pareil, des cristaux brillants qui, cette fois, sont de la pyrite. L'or des fous, la pyrite. Hein, c'est pas pour rien que ça s'appelle l'or des fous.
c'est parce que c'est brillant aussi, la pyrite. En tout cas quand c'est poli, ou quand c'est au moins quand c'est propre. Donc là on a des cristaux de pyrite, exactement comme ce qui se passe au Siwalik avec la sélénite et la calcite aussi. Donc il n'est pas complètement improbable que la draconite ait aussi au moins une racine, pas toutes ses racines, hein, mais au moins une racine dans le registre fossile africain et dans une connaissance des populations locales sud-africaines de leur registre fossile. Et ça, ce serait quand même super cool. Donc voilà, ça c'est ma petite contribution. On a légèrement étendu le mythe, non seulement au Khoisan, ça c'était déjà connu comme je vous l'ai dit, mais aussi à d'autres populations Nguni sud-africaines, notamment les Isitosa. Les Isitosa. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur les géomythes. Je vous dis à la prochaine fois. Salut!